Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle semaine du moucheur, déjà le 13e numéro. C'est sûr, ça va nous porter chance, mais pour l'instant, vous êtes impatient d'apprendre à progresser dans votre technique de lancer et retrouvons tout de suite Eric au bord de l'eau pour sa leçon de lancer autrichien. Aujourd'hui, en technique et matériel, dans notre leçon du lancer autrichien, je vous parlerai de la boucle serrée. Alors, on a déjà beaucoup appris, on a déjà le geste en nous, sans réfléchir, à lancer derrière et devant, derrière et devant. On sait viser et on sait poser en douceur. Tout ça, on a appris. Maintenant, si on n'a peut-être pas les résultats comme on le souhaite immédiatement, il faut trouver la cause. Et la cause, elle est souvent dans votre boucle trop grosse. Alors, beaucoup de gens lancent et la boucle, ça va dire le fil qui est en train de se dérouler de derrière vers devant. Hein, c'est ça la boucle qu'on voit bien. Si elle est grosse, premièrement, pourquoi elle est grosse? C'est que vous ne chargez pas votre canne assez, vous n'avez pas assez d'énergie dans votre soie. On a toujours parlé d'énergie et ça c'est primordial pour vous. Pour arriver à avoir une pêche efficace, il faut que votre boucle soit tout petite. Le plus petite elle est, de mieux c'est, de plus vous avez l'énergie, de plus la soie va filer. Voilà. Alors, pourquoi? Si vous avez votre grosse boucle derrière et devant, vous n'avez pas transmis l'énergie de votre bras, de votre canne, le long de votre soie jusqu'à la mouche. Souvent, en plus, les gens qui font ça, ils travaillent beaucoup, mais leur énergie s'en va en fumée. Or, il faut travailler très peu, il ne faut pas de force, il faut juste faire travailler la canne. Donc, quand vous lancez, il faut, au moment de l'accélération, appuyer avec la pointe de votre index dans le manche, dans la canne, la charger d'énergie, et c'est son ressort qui projette la soie après. Donc, si vous lancez comme ça, vous allez avoir mal au bras, et ça ne sert à rien du tout. Il faut un petit geste, et on appuie dedans, et on appuie en arrière. Une seule, tout petit truc, regardez. Là, 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 là. Au début, il faut exagérer un peu. Hein, et après, vous allez arriver, doser, 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 comme il le faut, d'arriver tout. Donc, on appuie dedans. Ici, la canne, elle est pliée. Et elle va projeter votre soie après. Donc, regardons la boucle. Toute petite. Alors, pourquoi j'insiste sur cette boucle? Bien entendu, ça a un sens. Énergie dans votre canne, dans votre soie, elle vous permet d'aller plus loin. Elle vous permet d'être aussi beaucoup plus précis, car quand vous avez une petite boucle, votre mouche peut tomber là ou là. Si vous avez une grande boucle, le vent, le moindre vent va emporter votre mouche loin de vous. Donc vous voyez de suite l'intérêt. Ensuite, la petite boucle, qu'est-ce que fait? Si vous avez un obstacle, si vous avez une branche qui est 1,50 m sous l'eau, avec une grosse boucle, vous pouvez juste mettre la mouche dans la branche ou la mettre devant, mais jamais en dessous. Or, si vous avez l'accélération de votre doigt dans la canne, et si vous avez une toute petite boucle comme ça, vous allez arriver à aller en dessous des branches, sans aucun problème. Il faut que vous entraînez ce côté-là. Il faut que vous arrivez à donner l'énergie à votre geste. Bon, alors ça vous a donné soif, cette leçon de lancer autrichien. Alors ça tombe bien, car Eric va nous parler d'eau. Et pour une fois, il va nous parler d'eau avec des glaçons et avec un verre. Alors, je ne vous en dis pas plus. On le retrouve tout de suite dans l'environnement du pêcheur. Aujourd'hui, dans l'environnement de pêcheur, nous parlons comme d'habitude des choses très très sérieuses. Même vitales, je dirais.
Bon, je me présente inhabituellement aujourd'hui avec un verre de l'eau teintée avec un peu de jaune. Donc, personne ne peut deviner qu'est-ce que ça pourrait être. Mais c'est uniquement teinté jaune pour qu'on voit mieux des glaçons flotter dedans. Si vous comprenez bien que des glaçons, la glace, dans l'eau cristal, on n'en voit rien. Donc, je vous parle de l'eau et de la glace. En effet, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'anomalité de l'eau. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui existe nulle part ailleurs et c'est quelque chose qui a permis que la Terre a pu développer la vie et qu'elle continue à exister. Vous allez voir pourquoi. Normalement, tous les produits qui existent, aussi bien des métaux que d'autres liquides, sont toujours plus légers quand on les chauffe et de plus en plus lourds quand on les refroidit. Or, l'eau a une chose, qu'elle n'est pas, la preuve, plus lourde quand elle est congelée ou gelée comme la glace, et elle est par contre plus légère quand elle est chaude. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'eau de 4 degrés est le plus lourd. Alors, vous allez me dire comment ça peut se faire. Alors, ça se fait que vous avez un cube de 1 cm² et l'eau à pile 4 degrés. Dans cette manière-là, l'eau fait 1 kg le litre. Si les 4 degrés refroidissent vers 3, 2, 1 ou 0, l'eau devient de plus en plus légère. D'autre côté, si vous avez 4 degrés, et de 4 degrés, vous la réchauffez vers 5, 6, 7, 20, 30, l'eau devient de plus en plus légère. Donc, il y a un point culminant en bas à 4 degrés qui vient de 0, donc le glaçon dans ce verre, 4, et ensuite ça remonte. Vous avez tous déjà baigné dans un lac ou dans votre piscine, et vous savez très bien que l'eau de la surface est nettement plus chaude que si vous descendez un peu. Et l'autre côté, le plus froid, donc 0, flotte. Alors pourquoi c'est important? Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez seulement que l'eau de 1 degré, de 0 degré, donc le cube de glace, soit le plus lourd. Qu'est-ce qui se fera? Très simple. En hiver, quand les lacs, des rivières commencent à geler, l'eau lourde descendrait à 0 degré au fond. Et donc, toutes nos rivières, tous nos étangs gèleront par en bas. C'est-à-dire que on commence, le fond, il est gelé, il est alors isolé du reste de l'eau. Les poissons ils iront donc un peu plus haut en attendant que ça gèle de plus en plus. Et à la fin, le lac et la rivière, et même la mer, sera gelé d'en bas en haut. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie. Il y aura tout mort, tout sera congelé. Il n'y a pas que ça. Ensuite, quand le soleil revient au printemps, on sait que l'eau emmagasine bien la chaleur, mais elle la répartisse très très mal. Donc, l'eau n'aura pas du temps de dégeler de haut jusqu'en bas et en fait, notre terre sera complètement stérile, morte. Un petit clin d'œil. Comme vous savez maintenant que l'eau de 4 degrés, c'est le plus lourd, si vous allez en montagne, dans des barrages comme on voit ici, et on lâche en été toujours au pied du barrage l'eau, le ruisseau qui s'écoule de ce barrage est forcément toujours 4 degrés au moins pour son premier kilomètre ou ses premiers 2-3 kilomètres. Donc, comme des truites mangent à partir de 6 et même de 8, pêcher là, c'est très difficile. Les truites sont léthargiques, ils ne grandissent pas et vous n'allez pas faire bonne pêche. Maintenant, vous savez pourquoi. Alors bien souvent, dans la mouche de la semaine, Eric nous explique comment monter des mouches qui ont été inventées dans des pays assez lointains, et ou qu'il a inventé lui-même, ou qu'il a vu aux États-Unis, en Autriche ou ailleurs. Eh bien, celle-ci, c'est une mouche bien française que nous devons à un inventeur et un très grand pêcheur français. Alors, cocorico et place à la mouche de veau. Cette semaine, la mouche est une mouche française. En effet, j'aimerais vous présenter des subimagos en montage de veau, c'est-à-dire le hacle avancé. Vous savez bien qu'une mouche normale sèche, on enroule le hacle autour de l'hameçon, ça reste tout droit et ça flotte bien, mais
Aimé Devaux a inventé un style de montage qui fait qu'on fait avancer le hacle vers le devant, qui fait qu'il se pose mieux. Alors, d'abord, je voudrais vous montrer quand même un coup de coque ici entier, où vous voyez que vous avez trois parties principalement. Nous allons le voir tout à l'heure au tableau, mais quand même, le parti bas pour les hacles, le parti de milieu pour les ailes et le parti haut pour les cercles. Mettons-nous au tableau pour voir comment on va réaliser cette mouche. Tout d'abord, à quoi consiste ce montage avancé? Effectivement, quand nous avons une mouche sèche, disons classique, nous avons des cercles droites, un corps conique, là ici évidemment, et un hacle qui est comme ça. Donc la mouche, elle pose en fait sur cette plane-là. Donc en fait, la mouche n'est pas bien dessinée parce qu'elle devrait être comme ça, parce qu'elle se pose sur l'eau avec des pointes de l'hacle et avec les pointes du cercle. Maintenant, la mouche qu'Aimé Devaux a inventée n'est pas faite pareil. Elle a effectivement des cercles comme l'autre, elle a aussi un corps conique comme l'autre, mais son hacle à elle est comme ça. J'exagère un peu là pour le montage. Voilà, ça veut dire que sa mouche à lui, elle flotte beaucoup plus plat sur l'eau que l'autre. Vous le comprenez bien, la différence entre devant, que ça se plie un peu, et entre ici où les pointes rentrent dans l'eau, est quand même nette. Donc son intérêt à lui est d'avoir une mouche qui flotte plus près de l'eau, et c'est important parce qu'on sait qu'actuellement, surtout les émergentes ou les culs de canard qui flottent encore plus basses, prennent du poisson. Alors, voyons maintenant quel est le montage de ces mouches. Premièrement, comme chaque fois quand je monte la mouche de la semaine, je commence toujours par le derrière de l'hameçon, par la courbure. Cette fois-là, normalement on commence ici, pour mettre des cercles et tout ça. Ici, c'est le contraire. On commence par le devant. On commence par former la tête. Ensuite, on met le hacle. On enroule le hacle. On fixe le hacle, donc vers devant. Donc on passe avec le montage dessus. Et ensuite, on va en arrière. On fixe des cercles. Et ensuite, on forme le corps et on fait le nœud final ici. C'est ça la grande différence. C'est très important, vous allez voir. Alors, dernière chose, je vous ai parlé tout à l'heure des coups de coque. Donc, n'importe quel coup de coque que vous avez à utiliser, un coup de coque chinois, indien ou un coup de coque beaucoup plus cher comme Metz ou Hoffman ou Keops, on a toujours soit un coup de coque qui ici est en bas et là est en haut. Donc ici, c'est la crête du coq et ça, c'est le coup vers le bas. Alors, quand c'est un coup de coque, schématiquement, naturellement, on a trois parties. Ici, c'est des hacles. Ici, c'est des ailes. Et ici, c'est des cercles. Pourquoi? Il est clair que d'ici, les plumes sont tout petites. Ici, elles sont moyennes et ici, elles sont grandes. Donc, dans les grandes, on prend que des fibres des très grandes plumes. Ici, on prend des pointes des moyennes plumes. Et ici, on prend des plumes entières pour faire la collerette. Donc, si vous avez un hameçon tout petit, 22 ici, et si vous avez un hameçon de 14 ou de 12, ici, donc de là à là, les plumes sont de plus en plus petites et correspondent aux hameçons de plus en plus petites. Voyons maintenant les matériaux et le matériel qu'il nous faut pour monter cette mouche. Évidemment, comme matériel pour fabriquer cette mouche, il nous faut un bonneteau qui tient bien l'hameçon, une porte-bobine pour tenir le fil, un passe-fil pour enfiler si on casse, on ne sait jamais, des ciseaux pour couper l'excédent, une pince à hacle, bien sûr, pour tenir la hacle, une aiguille à dubbing pour mettre la goutte et le vernis final. Qu'est-ce qui concerne les matériaux? C'est très simple. Des hameçons fin de fer, tige moyenne ou longue, si on veut, et des plumes de coque, tout simplement, de toute coloris, gris, gris clair, gris foncé ou gris sli.
Mettons-nous à l'étau immédiatement. Comme je vous ai dit, après avoir fixé l'hameçon à l'étau, on commence nos enroulements à la tête. Ensuite, on forme une tête. Voilà. Et maintenant, nous préparons un hacle. Je prends pour ça aujourd'hui un chocolat tonne. Donc, je mesure une plume au rapport à l'hameçon. Oui, ça devrait aller à peu près. On va voir si on ne trouve pas un peu mieux. Oui, parfait. Cette plume, on va la fixer par la pointe pour l'enrouler de la pointe vers le bas. D'abord, on la redresse comme on le fait habituellement. Et ensuite, on la fixe avec 3 tours et on coupe l'excédent. Ensuite, avec le fil de montage, on va en arrière pour laisser la place de l'enroulement du hacle. On enroule donc la plume. On commence par le petit bout en allant en arrière. C'est un travail assez délicat pour que la plume soit bien tournée. On arrive vers l'arrière. Et on va arrêter maintenant la plume avec 3 tours. Donc pour le moment, nous avons fixé les hacles. Maintenant, il faut le rabattre vers devant et enrouler donc le porte-bobine pour abattre des plumes vers devant. Il y a aussi des outils qui existent pour faire ça. Ça peut être une mine vide de stylo bic ou des choses plus sophistiquées. Toujours est-il, le hacle est vers devant. Voilà, le hacle est bien fixé. Donc maintenant, nous formons le corps en l'allant tout d'abord à l'arrière de l'hameçon pour fixer des cercles. Pour les cercles, nous avons donc prélevé, comme tout à l'heure, bien expliqué, une grosse plume. Nous prenons une portion, nous mesurons, nous coupons l'excédent et nous le fixons. Et hop, les cercles sont mis. Et maintenant, il reste à faire le corps avec le fil de montage conique. Donc ici, c'est du rouge, mais ces mouches-là se montent avec du jaune, comme la célèbre A4, ou en orange, ou avec des mauves, selon les éphémères imités. Une fois fini les enroulements, nous faisons nos 3 nœuds habituels. Donc cette fois-là, derrière, il faut bien accompagner le fil jusqu'aux lampes de l'hameçon. Et c'est bon. Et maintenant, on y va vite, parce qu'on veut encore vernir le corps pour donner vraiment l'impression des carapaces et pour solidifier le nœud que je viens de faire. Si on veut encore parfaitement bien lisse et tout, il faut vernir à peu près 4 fois. Et voilà, votre première mouche de veau est faite. Bon, vous avez envie de prendre l'air, alors ça tombe bien, nous aussi. Prenez les cannes, le matériel et tout, et on vous emmène dans un petit parcours d'une très belle rivière, bien méconnue, toute proche de Saint-Jean-de-Luz. Cette semaine, en technique de pêche et dans des coins de pêche,
je vous invite à me suivre sur une rivière du Pays Basque qui a perdu ces dernières années beaucoup de son renommée. La Nivelle, connue pour se remonter des saumons d'antan et des truites de mer importantes, connue aussi des pêches de truites. Elle a quand même été bien oubliée grâce à des pollutions agricoles et autres malfaisances. Maintenant, il faut dire que la PMA de Saint-Pé-sur-Nivelle a installé sur le parcours haut de la rivière un tronçon de rivière en no-kill-mouche. C'est là où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est un parcours qui est géré depuis 2 à 3 ans maintenant par la PMA, qui est donc actuellement encore gratuite pour tout pêcheur à la mouche qui pêche en no-kill et qui est peuplé uniquement de truites fario. Bon, il faut dire que comme d'habitude, vous savez bien que quand je vais quelque part, il pleut, il vente et l'eau est trouble. Et bon, disons qu'aujourd'hui j'ai eu beaucoup de chance, il ne vente pas, et il n'y a presque pas de pluie et l'eau est juste trouble. Donc bon, si vous voulez, ça ne peut qu'aller mieux que d'habitude. Donc, vu la situation, je m'adapte. C'est pas la peine de mettre des petites bêtises en hameçon 22 ou 18 avec des 10 centièmes parce que bon, l'eau, vous voyez bien, ça sert à rien. Donc je vais prendre ma mouche fétiche qui, d'après beaucoup de mes confrères, ne marche que en Slovénie, mais que pour moi, elle marche au monde entier parce que les truites, c'est les mêmes comme des hommes, des femmes. Donc je vais essayer ça parce que ça fait aussi bien nymphe que streamer, que de toute façon, ça les agace les truites, et quand on les agace, on sait bien, ils mordent. Alors on va essayer maintenant de prospecter, et j'espère prospèrement, ce coin qui est ici, donc sur ce parcours, sur Saint-Pé-sur-Nivelle. Et on va essayer de prendre une truite d'ici, une fario et une vraie. Alors, on va procéder à interpréter la rivière. On a une petite rentrée de poule, nous avons un grand pool avec 2 gros cailloux au milieu. Les truites, s'ils sont, c'est à la sortie du petit courant, jusqu'au gros caillou, ou juste derrière. Donc, pour pêcher comme il faut lancer la nymphe ou le leurre, qu'on peut l'appeler comme on veut, légèrement en amont, laisser couler juste devant de 2 gros cailloux, et animer juste devant le caillou pour la sortir de son cache. Si on arrive à faire ça, on devrait avoir une touche. On va voir. Je sais bien que la plus dure tâche est toujours à moi, mais bon, on verra. Enfin, avec la mouche sauveur dans les eaux troubles, une belle fario. L'eau est trouble comme d'habitude, il pleut presque. Mais bon, comme toujours on a du bol. Saint-Pétrus est avec nous. Je vais essayer de la fatiguer un peu dans l'eau calme parce que je crois que je suis à peine piqué. Non, ça a l'air d'y aller. Une fois de plus, une mouche à tout faire, moitié jig, moitié streamer, moitié gros trichoptère. Ma mouche à tout faire, dans le cas désespéré, m'a quand même permis de voir un poisson dans cette rivière. La Nivelle, c'est quand même une magnifique rivière, malgré qu'elle est quand même très difficile à pêcher. Mais il y a quand même des farios magnifiques. La PMA de Saint-Pé-sur-Nivelle, ce petit bijou de Pyrénées-Atlantiques, a quand même une idée fabuleuse de faire un parcours no-kill, car il est quand même pas évident dans les Pyrénées-Atlantiques actuellement de trouver des poissons de cette taille
fario de souche et avec toutes les nageoires, et vous comprenez bien qu'est-ce que je veux vous dire. Donc je félicite vraiment l'APMA ici pour avoir songé d'entreprendre ce projet, et j'espère qu'il ira plus loin pour que les nombreux moucheurs français et européens puissent en voir des aussi belles truites que cela que je viens de surprendre.